Est-ce qu'il y a eu une dispute ou le fait est, c'est que Maurice Agnelet avait un pistolet et il aurait froidement tué Agnès Leroux en pleine campagne. Il aurait ensuite brisé l'arme, aurait disséminé les morceaux et aurait enterré le corps à proximité du campement. Et ensuite aurait sans doute fait disparaître la voiture qui n'a jamais été retrouvée. C'est une énigme judiciaire. Nous sommes toujours aujourd'hui face à une énigme. Petit à petit, la culpabilité de Maurice Agnelet est apparue comme une évidence. Le problème dans ce dossier, c'est que tous les éléments convergent vers Maurice Agnelet. Je n'ai pas pensé qu'il allait la tuer, mais lui faire du mal, la démolir, certainement. Il l'a éliminée, il lui a pris son argent. Il y a des salauds innocents et des gens merveilleux qui peuvent être coupables. Je pense qu'un pervers ne peut pas avouer qu'il est autre chose que ce qu'il est. L'affaire Agnelet, c'est un procès de soupçon. Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher. Sans René Leroux, sans la mère d'Agnès Leroux, il n'y a pas de dossier Agnès Leroux. Je veux savoir ce qu'on a fait d'Agnès. « 37 ans. Il a fallu 37 ans à la justice française pour résoudre l'affaire Agnès Leroux. Enfin presque. Car l'affaire garde toujours ses mystères. Et si un homme, Maurice Agnelet, son amant, a été condamné à 20 ans de prison pour son assassinat, celui-ci n'a toujours pas dit son dernier mot. Que sont devenus les acteurs de cette tragédie ? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire Leroux et d'analyser avec eux les raisons de cette impasse judiciaire. Instantané RTL, Maurice Agnelet à nouveau condamné à 20 ans de prison. Verdict il y a quelques instants de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à Rennes. L'ancien avocat niçois de 76 ans est reconnu coupable de l'assassinat de sa maîtresse Agnès Leroux. Nice, automne 1977. Agnès Leroux, 29 ans, a tout pour elle. Jeune, belle et riche. Elle est l'héritière du Palais de la Méditerranée, l'un des plus beaux casinos de la Côte d'Azur. Mais depuis quelques jours, le téléphone de son appartement sonne dans le vide. Agnès ne répond pas. Sa famille s'inquiète. Il était tout à fait admissible qu'Agnès ait pu partir en voyage, loin, en vacances ou pas. Il était moins compréhensible pour tout le monde que moi je n'ai aucune nouvelle. Sa mère, Renée Leroux, lui a parlé pour la dernière fois au téléphone le 26 octobre. Agnès semblait se préparer à partir en voyage. Mais les semaines passent et plus aucune nouvelle. Pas un coup de fil, pas une carte postale. Agnès est une femme indépendante. Elle est parfois excessive, mais elle sort d'une longue période de déprime et de 2 tentatives de suicide. Avant de disparaître, Agnès venait de rencontrer l'amour. Maurice Agnelet, 40 ans, avocat à Nice. Avant d'être l'amant d'Agnès, il était l'avocat de sa mère, René Leroux, et l'ami de sa sœur Patricia. Maurice Agnelet, c'est quelqu'un qui est assez proche de nous, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. C'est quelqu'un qu'on connaît si bien que ma sœur Patricia est la marraine de son fils Guillaume. Donc on a des relations très étroites. Un homme qui entretient des relations très étroites avec la puissante famille Leroux et qui semble avoir de l'ambition, beaucoup d'ambition. C'est un avocat qui n'a pas fait vraiment fortune. Par contre, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup, il est à la LICRA, au MRAP, à la Ligue des droits de l'homme. Il est fondateur d'une loge au Grand Orient de France. Donc il a des activités qui auraient tendance à prouver que ce monsieur est très bien. Donc il a une image, disons, une image d'intellectuel de gauche un peu
tendance écolo, qui est plus définie, plus assurée que celle d'avocat où il végète un peu. Un avocat décrié avec qui Agnès semble mener une histoire compliquée. Une liaison tumultueuse, pleine de passion et de déception. Un homme qui pendant des semaines se montre très rassurant envers la famille d'Agnès. Elle a dû s'en aller sur un coup de tête, ce n'est pas comme si c'était la première fois. Mais en février 1978, 4 mois après la disparition d'Agnès, la famille Leroux, peu convaincue par les explications vaseuses de Maître Agnelet et persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, porte plainte. Une enquête est ouverte et des policiers se rendent au domicile d'Agnès Leroux. Visiblement, l'appartement est abandonné depuis des mois. Et sur une table, il y a un mot. Désolé, mon chemin est fini. Je m'arrête là. Tout est bien. Je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout. Agnès Leroux aurait donc cette fois-ci réussi à mettre fin à ses jours. Mais pour les policiers, ça ne tient pas. Cette troisième tentative de suicide intervient alors qu'on ne retrouve pas la voiture d'Agnès Leroux. Alors, bon, elle va se suicider dans sa voiture, elle fait disparaître sa voiture et se fait disparaître elle aussi en laissant un mot pour dire qu'elle est partie. Bon, il n'y avait pas vraiment de logique dans cette attitude, dans ces éléments. Ils ne s'enchaînaient pas d'une manière naturelle pour penser qu'il y avait eu suicide. Alors si ce n'est pas un suicide, c'est peut-être un crime. Reste à savoir qui aurait pu avoir intérêt à faire disparaître Agnès. Les policiers fouillent donc dans la vie de la jeune femme et découvrent que si Agnès était riche, elle était aussi en conflit ouvert avec sa mère. Sa mère était assez autoritaire, tendre, je ne dirais pas. C'était une mère comme ça, image, une mère statuesque, très belle d'ailleurs. Et je pense que Agnès était une femme plus tendre, mais comme on ne lui avait pas donné la tendresse, elle avait choisi la colère. Et surtout, à la mort de son père, Agnès voulait récupérer sa part d'héritage. Une transaction impossible, pour cela, il aurait fallu vendre le palais de la Méditerranée. Et pour sa mère, il n'en était pas question. Agnès Leroux a décidé donc de poursuivre sa vie avec Agnelet, et pour poursuivre sa vie désormais avec Agnelet, il va lui falloir de l'argent. Pourquoi? Pour aider Agnelet à se sortir de ses problèmes familiaux. Enfin, c'est l'explication qui a toujours été avancée. C'est un monsieur qui avait 3 enfants, qui était marié, qui avait une villa... Bon, peut-être n'avait-il pas besoin d'elle, je n'en sais rien financièrement. En fait, c'est un petit peu ce qu'elle disait. Ça pouvait arrondir un petit peu et permettre à la situation de se débloquer. Agnès s'entête. Elle veut récupérer son argent coûte que coûte. Et pour ça, elle va faire l'impensable. Elle passe à l'ennemi. Par l'intermédiaire de Maurice Agnelet, elle se rapproche de Jean-Dominique Frattoni, un homme réputé proche de la mafia. Frattoni est à la tête du casino concurrent, le Roule, et depuis des mois, il rêve de faire main basse sur le palais de la Méditerranée. Il veut faire de Nice le Las Vegas des Jeux en France. Agnès va donc pactiser avec le diable. En échange de 3 millions de francs, elle accepte de voter contre sa mère au conseil d'administration. Une décision qui donne le contrôle du palais de la Méditerranée à Frattoni. C'était le 30 juin 1977, 4 mois avant sa disparition. Ah là 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 là, le 30 juin, catastrophe, bien sûr. Ma fille a voté contre et j'ai perdu la direction. Plus de 37 ans après, Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès, garde un souvenir intact de ce drame familial. Jean-Charles Leroux, cette décision de votre sœur, c'est une trahison? Oui, c'est une trahison. À partir du moment où elle vote contre ma mère et qu'elle provoque sa destitution, on peut appeler ça comme on veut, mais enfin pour moi c'est vrai que c'est une trahison. D'ailleurs Agnès en était parfaitement consciente, mais elle considérait en fait que à travers ce geste, elle allait débloquer la situation et qu'on allait tous toucher l'équivalent de ce qu'elle avait touché elle pour nos parts.
et que dans quelques mois, on n'en parlerait plus, que ce serait juste un accident de l'histoire. Quelles ont été les conséquences de ce vote? Le Palais de la Méditerranée a déposé son bilan, 350 familles se sont trouvées au chômage, et nous, en gros, on s'est retrouvés ruinés. Vous étiez riche, vous ne l'étiez plus. Voilà, c'est un bon résumé. Et ça, c'est dû au choix d'Agnès? Oui, c'est dû au choix d'Agnès, mais c'est pas ce qu'elle... Agnès, elle s'est trompée. Pour la famille d'Agnès, une chose est sûre, c'est son amant Maurice Agnolet qui l'a poussé à trahir en échange de cet argent. C'est donc forcément lui qui est derrière sa disparition. Ma sœur Agnès était éperdument amoureuse de Maurice Agnolet. Et donc elle s'est retrouvée sous l'emprise de cet homme qui avait 12 ou 13 ans de plus qu'elle. Et c'est surtout ça qui l'a affaiblie. Une théorie rapidement partagée par les policiers. Car dans son mot d'adieu, c'est à Maurice Agnolet qu'Agnès laisse la responsabilité de s'occuper de tout. C'est encore avec lui qu'elle devait partir en voyage lors de ce fameux week-end de la Toussaint. Or, depuis sa disparition, il est toujours le seul à ne pas être inquiet. La preuve, sur le répondeur de la jeune femme, des dizaines de messages de sa famille et de ses amis, mais aucun de Maurice Agnolet. Le personnage lui-même d'Agnolet est éminemment ambigu. Parce que, bon, manifestement, quand même, il n'est pas très sympathique. On a l'impression qu'il a manipulé Agnès, tout ça, pas parce qu'il aimait, mais pour des raisons financières, pour acquérir une certaine respectabilité sociale. Et c'est là où on voit se dessiner un personnage un peu à multiples facettes, assez mystérieux, avec des zones d'ombre, avec des contradictions. Disons que c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En juin 1978, 8 mois après la disparition d'Agnès, les inspecteurs veulent entendre maître Maurice Agnolet. Pour cela, ils ont besoin de l'autorisation du juge d'instruction chargé de l'enquête. Le magistrat nous autorise à le convoquer en nous disant « Ne lui posez pas de questions, laissez-le déposer ». Voilà une consigne assez curieuse de la part d'un magistrat envers des policiers qui, eux, sont là justement pour interroger et poser des questions. Bon. Surtout s'agissant d'un suspect. Dès le début, et ça reste une des interrogations du dossier, dès le début, Agnolet a profité d'un certain laxisme, pour pas dire complaisance de la justice, c'est évident. Vous avez affaire là, en l'occurrence, à un avocat. Je pense qu'à l'époque, on ne s'attaquait pas du tout aux avocats, que c'était absolument tabou, que les avocats étaient protégés, et pas du tout comme aujourd'hui, où on place des avocats sur écoute téléphonique. Alors à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. En plus, il était à la Ligue des droits de l'homme, il avait plein d'activités sociales, qui fait qu'il était plus ou moins protégé. Les policiers l'ont mauvaise, d'autant qu'ils découvrent rapidement un élément surprenant. Ils ont remonté la piste des 3 millions de francs que Frattoni a donné à Agnès en échange de son vote. L'argent est en Suisse. 4 mois avant la disparition, Agnès et Maurice Agnolet ont ouvert à Genève 2 comptes auxquels chacun avait accès et sur lesquels les 3 millions de francs ont été déposés. Or, peu de temps après la disparition d'Agnès, Agnolet a fait virer tout l'argent sur son compte personnel. Et l'argent se retrouve sur un compte qui est en réalité un portefeuille d'actions, et c'est à lui tout seul. Et si on regarde les dates, l'argent disparaît, j'allais dire, des comptes d'Agnès en même temps qu'Agnès disparaît de Nice. Et ça, quand même, ça pose beaucoup de questions. Suite à cette découverte, 11 mois après la disparition d'Agnès, Maurice Agnolet est à nouveau convoqué dans les bureaux de la police judiciaire et placé en garde à vue. Mais l'avocat refuse de répondre à la moindre question. Une position qu'il assume toujours, 25 ans après. Je leur dis l'essentiel. Je veux répondre en présence de mon bâtonnier. Je veux répondre à monsieur le juge, pas à vous. Ça agace, ça le... Voilà. Une position constante. L'avocat la soutenait déjà, à l'époque, face caméra. Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher. Une seule question, maître. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie? Je ne le sais pas. Je l'espère.
Lorsqu'il est interrogé par le juge d'instruction, Maurice Agnelet est un peu plus loquace. Pourquoi ne s'est-il pas inquiété de la disparition de sa maîtresse? Sa réponse est invariable. Agnès Leroux, elle était imprévisible et il lui arrivait de partir sans que ça n'inquiète personne. Et lorsque le juge lui demande pourquoi il a transféré tout l'argent d'Agnès sur son propre compte en Suisse, l'avocat explique que c'est elle qui lui a confié cet argent. Imparable. Près de 2 ans après l'inexplicable disparition d'Agnès, une femme, Françoise Losser, vient fournir un alibi à Maurice Agnelet. Françoise Losser était aussi sa maîtresse à l'époque des faits, et elle affirme que le week-end de la disparition d'Agnès, Agnelet était avec elle, à Genève. Cette Françoise Losser vient dire à la justice « Mais pendant le week-end où Agnès a disparu, c'est pas possible qu'il ait été avec Agnès, c'est pas possible que ce soit lui, il était avec moi. » Elle lui fournit un alibi. La justice soupçonne Maurice Agnelet d'avoir éliminé Agnès Leroux pour lui extorquer son argent, les fameux 3 millions de francs. Mais elle n'a aucune preuve, aucun élément contre lui qui permette de le retenir. Alors, l'avocat part s'installer au Canada avec Françoise Losser, entre-temps devenue sa femme. Une situation insupportable pour René Leroux. Ça devient totalement obsessionnel pour elle, et c'est elle qui s'acharne véritablement. Elle n'a fait que ça pendant 35 ans de sa vie, et ça lui a coûté sa fortune, sa santé, ses yeux. Mais voilà, elle voulait pas lâcher le morceau. Et donc voilà, elle a pas arrêté. Elle a engagé des détectives, elle a fait des investigations elle-même. Enfin, c'était absolument incroyable. Elle n'a jamais été tentée de laisser tomber? Ah non, ça jamais. Laisser tomber, je crois que c'est une expression qu'elle ne connaît pas. Les mois, les années passent, et René Leroux s'égosille et s'épuise, seul dans son coin. Jusqu'en 1983, 6 ans après la disparition d'Agnès, un nouveau juge accepte enfin de relancer l'affaire. Il prend les choses dans l'ordre et s'intéresse d'abord au volet financier. Maurice Agnelet a-t-il, oui ou non, aidé Frattoni à s'emparer du palais de la Méditerranée? Un mandat d'arrêt international est lancé contre l'avocat qui, de lui-même, rentre aussitôt du Canada pour être jugé. Aujourd'hui a commencé le procès de Jean-Maurice Agnelet. C'est l'un des principaux acteurs de ce que l'on a appelé la guerre des casinos niçois. À l'issue de ce procès, Maurice Agnelet est condamné pour complicité d'achat de vote et abus de confiance à 30 mois de prison, dont 2 ans ferme. Cette fois-ci, l'avocat se retrouve derrière les barreaux, mais uniquement pour le volet financier. Pour ce qui est de la disparition d'Agnès, la justice estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre lui. Elle rend un non-lieu en sa faveur. L'affaire est close. La disparition d'Agnès Leroux reste une énigme. La justice, semble-t-il, a été retenue par le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, il n'y avait pas de charge matérielle, il n'y avait pas le corps de la victime, il n'y avait pas sa voiture, il n'y avait rien. Donc on s'est dit, il y a encore un doute, on ne le renvoie pas devant un tribunal. Après avoir purgé sa peine de 2 ans, Maurice Agnelet sort de prison et décide de refaire sa vie. Encore une fois, loin de Nice. Il s'envole cette fois-ci pour le Panama. Mais René Leroux trouve une nouvelle astuce pour faire rouvrir l'enquête. Elle décide de porter plainte contre Maurice Agnelet pour recel de cadavres, un crime imprescriptible en France. Sans René Leroux, sans la mère d'Agnès Leroux, il n'y a pas de dossier Agnès Leroux. Le dossier se serait effiloché, se serait évaporé. René Leroux n'a jamais cessé de vouloir savoir la vérité. Une détermination qui va finir par payer. En 1999, 22 ans après la disparition d'Agnès, l'enquête redémarre, du jamais vu. Une nouvelle juge d'instruction est nommée et reprend tout à zéro. Elle relance les recherches, réauditionne les témoins et là, coup de théâtre. Françoise Losser, la maîtresse de Maurice Agnelet, celle qui lui avait fourni un alibi, avoue qu'elle a menti.
la première fois, elle reconnaît, elle dit oui, j'ai fourni un faux alibi. Françoise Losser charge Agnelet. C'est lui qui lui a demandé de mentir et de dire qu'ils étaient à Genève les 27 et 28 octobre 1977. 23 ans après, l'affaire Leroux fait à nouveau la une des journaux. À 60 ans, Maurice Agnelet est encore une fois rattrapé par le fantôme d'Agnès. Mais face à la justice, l'avocat n'est toujours pas du genre à se défiler. Il rentre aussitôt du Panama pour contrer les accusations de Françoise Losser et répondre aux questions de la nouvelle juge d'instruction. François Saint-Pierre, Maurice Agnelet, la question « Pourquoi avez-vous menti sur votre emploi du temps ?» Qu'est-ce qu'il répond? Mais je n'ai pas menti. J'étais avec Françoise Losser à Genève, ces nuits d'octobre 1977. C'est elle qui, pour me nuire, dit que je n'étais pas avec elle. Et pour preuve, voici, dit-il, la facture de l'hôtel. Les policiers enquêtent, ils vont à Genève et les hôteliers confirment l'authenticité de ces documents. Mieux, ils expliquent que ces documents n'ont pu être établis que sur la base du registre des hôtels. Donc le niveau de fiabilité des documents que nous avons fournis est très élevé. À ce moment-là, moi je considère que l'instruction doit se solder à nouveau par une décision de non-lieu. Parce que non seulement il n'y a toujours aucune preuve de la mort d'Agnès Leroux, il n'y a toujours aucune preuve du meurtre d'Agnès Leroux, de l'implication de Maurice Agnelet. Mais mieux, je prouve que Maurice Agnelet était présent à Genève. Et je le prouve par des documents. Des documents qui ne paraissent pas aussi probants pour la justice que pour l'avocat de Maurice Agnelet. Malgré ces dénégations, Agnelet est mis en examen pour homicide volontaire et séquestration et placé sous contrôle judiciaire. Mais il reste en liberté le temps de l'enquête. C'est à ce moment-là que la juge ordonne une expertise psychiatrique. Docteur Chanceau, comment se passe votre rencontre avec Maurice Agnelet? Très vite, la réalité de la complexité de sa personnalité va apparaître. Il s'agit d'un homme incontestablement intelligent, subtil, cultivé, dont l'expression est d'une parfaite qualité, mais cette première impression va se heurter à des éléments qui sont tout à fait intéressants à considérer. À la question banale sur son âge, il me répond en donnant un âge qui ne correspond pas à l'âge qui figure sur les procès-verbaux officiels. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rajeunit? Monsieur Agnelet me dit « Je vous ai donné mon âge ». J'ai dit « Oui, mais j'ai un autre âge ici, il y a une différence ». Mais il me dit « C'est vous qui parlez en ce moment et qui dites qu'il y a une différence, ce n'est pas moi ». Il me dit « Je vois très bien où vous voulez en venir, vous dites des choses qui ne sont pas réelles et vous voulez me les attribuer. En fait, c'est moi qui pense. Et vous ne serez condamné qu'à dire des choses qui sont fausses. Autrement dit, vous n'êtes pas expert, vous n'existez pas. » Et il est comme ça. Il y a chez lui une perversion du langage. Agnelet est un pervers total dans la mesure où il peut soutenir une chose et son contraire avec une rapidité stupéfiante. Et en plus, il y a chez lui une délectation évidente à voir qu'il trompe son monde, car il est convaincu que c'est toujours lui le plus intelligent, le meilleur manipulateur, et qu'il n'a qu'à s'en remettre à sa brillante intelligence. Il y a des gens qui ont des convictions en ce qui me concerne, c'est effrayant, quoi. Hein? Alors, il est sage d'essayer de prendre du recul et de regarder les faits. Or, les faits, c'est que Madame Agnès Leroux a disparu depuis près de 25 ans et que je suis, moi, personnellement, totalement étranger à cette disparition. Je suis totalement affligé par cette disparition et que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe. Regardez les faits. Lorsqu'il tient ses propos en avril 2004, Maurice Agnelet ne croit pas si bien dire.
Car depuis, son affaire a connu un nombre incroyable de rebondissements, tous plus spectaculaires les uns que les autres. C'est justement sur les faits que va se pencher la cour d'assises de Nice, devant laquelle Maurice Agnelet est renvoyé près de 30 ans après la disparition d'Agnès Leroux. Maurice Agnelet est aux assises, presque 30 ans après. Oui. Comment vous le ressentez? C'est un soulagement? C'est un soulagement. Alors, quand on apprend qu'il est renvoyé aux assises, oui, c'est un soulagement, puis c'est une grande victoire pour ma mère, c'est le couronnement, je dirais, de tous ses efforts. Un procès hors du commun. Il s'agit de juger un meurtre sans cadavre et un homme sans preuve. C'est du moins ce qu'avance la défense dès l'ouverture des débats. L'avocat d'Agnelet va jusqu'à contester la légitimité même de ce procès. Où, quand, comment Agnès Leroux aurait-elle été tuée par Maurice Agnelet? Nous n'en savons strictement rien. Et à ce moment-là, je dis à la cour d'assises, comment voulez-vous que je défende Maurice Agnelet? Dans un procès ordinaire, on va contester l'emplacement du meurtrier, le tir n'était pas possible, l'ADN n'est pas le sien, les empreintes digitales non plus, les écoutes téléphoniques n'ont pas donné tel résultat. Ici, nous n'avons rien. C'est l'absence de scène de crime qui rend le procès impossible. Le problème pour son avocat, c'est que Maurice Agnelet se présente comme un homme odieux. Il est ironique, caustique et provocateur. Il est capable de prendre par moment le contrôle de l'audience, c'est-à-dire par moment vous vous rendez compte que le président ne préside plus rien, que d'un seul coup c'est Maurice Agnelet qui préside et qui donne ses appréciations sur l'un ou sur l'autre, parfois avec un espèce d'humour très noir. Il critique soit la partie civile, soit l'avocat général, enfin il est très à l'aise, ou alors il est complètement fuyant. Et forcément, l'effet est désastreux. Face à des juges, un accusé qui calcule, qui compose, qui dissimule, qui ment objectivement, cela se voit tant de fois, c'est qu'il est coupable. Eh bien moi je réponds non, ça n'est pas forcément qu'il est coupable. S'il dissimule, c'est qu'il peut dissimuler autre chose. Sa vulnérabilité, sa solitude, c'est un homme extrêmement secret et pudique, Maurice Agnelet. Vulnérable, Agnelet? Une farce pour la partie civile qui, chaque jour, perd davantage espoir. Au fur et à mesure du procès, je comprends très vite qu'on n'obtiendra rien du tout et qu'il restera toujours bloqué sur son déni, parce qu'il est accroché avec une certaine jouissance personnelle, d'ailleurs, qui se voit sur lui-même, au fait que pas de cadavre, pas de meurtre. Et d'ailleurs, il avait une phrase récurrente, c'était j'espère qu'Agnès est toujours en vie. Le résultat est finalement celui que craignait la famille d'Agnès. À l'issue de son procès, Maurice Agnelet est innocenté. C'est pas grave, je vais passer de côté. À l'instant, mes pensées sont pour Agnès Leroux. Maurice Agnelet a été acquitté à la fin. Avec un verdict très bizarre d'ailleurs, parce que plusieurs questions posées au juré. Première question, est-ce que Agnès Leroux a été assassinée? Réponse oui. Et seconde question, est-ce que c'est Maurice Agnelet? Réponse non. Cet acquittement, c'était un moment difficile. Un moment difficile, mais une victoire de courte durée pour l'ancien avocat. Car le parquet fait appel. Et presque un an plus tard, Maurice Agnelet est rejugé, à Aix-en-Provence cette fois-ci. Et pour ce procès, aucun élément nouveau, aucun fait nouveau. Ce que je reproche à l'affaire, c'est qu'on n'a pas de fait. Donc, si vous voulez, un procès d'assises, normalement, vous étudiez un peu la personnalité et après, vous étudiez les faits. Là, il n'y a pas de fait, donc pendant un mois, on étudie la personnalité de Maurice Agnelet. C'est très gênant. S'il avait droit au silence, comme dans un procès anglo-saxon, je pense que ce serait compliqué de le condamner, parce qu'effectivement, le seul qui s'enfonce, c'est lui-même. Pendant un mois, à la cour d'assises, il s'enfonce. Donc, je pense qu'effectivement, c'est à l'accusation d'amener les faits. Alors là, on amène des petits bouts de faits qui, effectivement, il y a des soupçons, il y a des charges qui sont consistantes. Mais est-ce qu'on a les preuves absolues qu'il a tué Agnès Leroux? Non. Pourtant, après 4 semaines de procès,
Maurice Agnelet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Cette fois-ci, la justice le considère coupable de la mort d'Agnès Leroux. François Saint-Pierre, à Aix-en-Provence, qu'est-ce qui a joué contre Maurice Agnelet? Sa personnalité, ses mensonges, son comportement, quoi? Je pense que devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, Maurice Agnelet était contrarié de se retrouver une nouvelle fois devant une cour d'assises. Il a marqué sa contrariété par un énervement, une façon sèche, voire incorrecte de répondre au président de la cour d'assises ou à certaines questions des jurés. Je crois que Maurice Agnelet était extrêmement fatigué, déprimé. Cela faisait des années et des années que l'affaire durait. La justice s'était prononcée en 2006 à Nice. Un acquittement. Il ne voyait pas pourquoi ce nouveau procès devait s'ouvrir et pouvait se conclure par autre chose qu'un deuxième acquittement. C'était une erreur de sa part. Il n'a pas voulu se remettre en danger devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence en appel. Le résultat a été cette condamnation. Une condamnation attendue, espérée depuis près de 3 décennies par la mère d'Agnès. Je suis contente du résultat, mais hélas, je sais que malheureusement, je ne reverrai jamais ma fille. Et c'est ça le plus dur. Quelques semaines plus tard, la justice accepte la requête de la famille d'Agnès et la déclare officiellement décédée. Je crois que déclarer Agnès Leroux morte, c'était, selon la formule consacrée, aider la famille à faire son deuil. Ça clarifiait les choses. Il se battait pour une morte, il n'était plus à la recherche d'une vivante ayant disparu. Un point final à plusieurs décennies de combat pour les proches d'Agnès. Un repos de courte durée. Maurice Agnelet n'accepte pas ce verdict. Il se tourne vers la Cour européenne des droits de l'homme qui va rendre en sa faveur une décision inédite. La Cour européenne des droits de l'homme, en voyant le dossier, a été quand même un peu surprise qu'on puisse arriver à une condamnation avec ce dossier-là. Si vous regardez que la froideur du dossier, comme l'a fait la Cour européenne, vous vous dites bah, c'est quand même un peu léger. Et c'est pour ça que l'affaire a été cassée en 2012. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, Maurice Agnelet mérite d'avoir un nouveau procès, un procès équitable. Et en attendant, il est libéré. Pour nous, c'est une catastrophe parce qu'on n'envisageait absolument pas un troisième procès. Comment votre mère réagit à tout ça? Écoutez, elle réagit très mal parce que c'est une personne âgée. Elle ne comprend pas comment la France peut être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la raison principale que l'accusé n'a pas pu comprendre les raisons de sa condamnation. Alors ça lui échappe, donc elle vit des moments très difficiles. C'est une personne âgée, fatiguée, et donc ça l'a un peu, je dirais, poussée dans la sénilité dans laquelle elle commençait déjà à être. Donc elle va pas très bien. Ce troisième procès, vous avez l'intention de vous y rendre? Alors au départ, non, en fait. Lorsque notre avocat Hervé Thémy me téléphone en me disant « Écoute, je viens d'apprendre que la France a été condamnée, il faut que tu te prépares à un troisième procès, quelle est ta position ?» Et bon, je vous répéterai pas exactement tout ce que je lui ai dit, mais ça s'est conclu par « Je n'irai pas ». Et je leur ai dit « Mais vous plaisantez, il faut y aller. C'est le combat d'une vie pour votre mère. C'est la disparition de votre sœur. On verra bien. Peut-être que ce troisième procès, c'est un procès où il paraîtra évident que la condamnation de Maurice Agnelet est impossible. Mais tant pis, mais vous ne pouvez pas ne pas y aller. » De son côté, Maurice Agnelet se présente donc libre à ce troisième procès qui a lieu à Rennes en avril 2014. Toute la presse française est là pour l'ouverture de l'audience et tout le monde est stupéfait lorsque Maurice Agnelet apparaît. Il a perdu toute sa superbe, ce n'est plus qu'un vieillard émacié. Alors je sais qu'il faut montrer tout. Attendez, j'ai plein de poches. Hein. Il fait presque pitié, Maurice Agnelet. On a l'impression que finalement, c'est vrai, c'est beaucoup d'acharnement. On se demande finalement ce qu'on vient lui reprocher à 76 ans. Poursuivre Maurice Agnelet
pour des faits qu'il nie depuis le début. Et finalement, si c'était lui qui avait raison, si c'était lui qui disait la vérité, il fait presque pitié. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. Et Maurice va retrouver sa vitalité. Il veut ce procès, il veut démontrer qu'il est innocent. Dès que Maurice Agnelet a ouvert la bouche, et ben voilà, il était plus vaillant que jamais, plus menteur que jamais, plus attaché à sa vérité sur des détails qui n'ont aucun sens ou aucun intérêt par rapport au fond de l'affaire que jamais. Non, mais parfois, il marque des points contre son camp, des buts contre son camp, mais sur des éléments essentiels. Hein. C'est assez insensé. Hein. Le procès suit son cours jusqu'à ce qu'un rebondissement extraordinaire intervienne. Un coup de tonnerre. Guillaume, le second des 3 fils de Maurice Agnelet, qui a toujours soutenu son père, vient l'accuser d'avoir tué Agnès. Selon lui, son père l'aurait avoué. Guillaume Agnelet fait son entrée dans cette salle dans un silence absolument terrifiant. Et il va regarder droit dans les yeux son père, qui le regarde également, avec un regard presque chargé de furie et de nuages noirs. Les 2 hommes vont se regarder comme cela. Et puis ensuite, il y aura beaucoup de pleurs au cours de cette audition de Guillaume Agnelet. Il va craquer à plusieurs reprises, mais tout en maintenant sa version, hein, à savoir le scénario de la mort d'Agnès tel que lui aurait raconté son père. On a là affaire à un scénario presque de polar. C'est le voyage de Maurice Agnelet avec Agnès Leroux en Italie, à bord et au volant du fameux Range Rover blanc qui a totalement disparu lui aussi. Agnès Leroux a disparu, mais la voiture aussi a disparu. Direction un voyage en amoureux jusqu'à Monte Cassino. Hein, c'est au centre de l'Italie. Là, ils vont faire du camping. Et puis, il y aurait eu... Est-ce qu'il y a eu une dispute ou le fait est, c'est que Maurice Agnelet avait un pistolet et il aurait froidement tué Agnès Leroux en pleine campagne. Il aurait ensuite brisé l'arme, aurait disséminé les morceaux et aurait enterré le corps à proximité du campement. Et ensuite aurait sans doute fait disparaître la voiture qui n'a jamais été retrouvée. Je suis époustouflé, abasourdi. Je vacille, car Guillaume, je le connais très bien, moi. Il était présent aux côtés de son père, de moi-même, lors des procès de Nice, d'Aix-en-Provence, le soutenant à fond, mais jurant son innocence. Et le voici qui vient dire qu'il savait qu'il était coupable. Jean-Charles Leroux, quand vous entendez Guillaume Agnelet, que ressentez-vous? C'est assez compliqué parce que... on est absolument effaré de ces déclarations, on ne s'y attend absolument pas. C'était à la fois absolument tragique, parce que tout d'un coup, on avait l'image d'Agnès se prenant une balle dans la tête en Italie, donc ça, c'est une image... C'est la première fois qu'on avait une image de scène de crime, quoi. Donc ça, on l'a vraiment pris en pleine figure, et puis en plus de voir devant nous cette famille se déchirer, parce que finalement... On a ça de commun avec les enfants de Maurice Agnelet, c'est que notre vie a été rendue très difficile. On a souffert en raison de ce qu'est Maurice Agnelet, et on n'y est pour rien. C'est-à-dire que Guillaume et Thomas Agnelet, à l'époque, ils avaient, je crois, 8-10 ans à l'époque des faits. Moi, j'en ai 20, donc je suis un peu plus acteur. Mais eux, alors, vraiment, ils y sont pour rien. Et ils ont également, comme nous, beaucoup souffert de cette situation. C'était absolument tragique, à tout point de vue. Vous le croyez, Guillaume Agnelet? Il est crédible? Il est parfaitement crédible. Quand il dit, quand j'avais 16 ans, mon père m'a dit « Tant qu'on ne retrouve pas le corps d'Agnès, je ne risque rien et je sais où il est », c'est absolument une phrase de Maurice Agnelet. C'est tout à fait le genre de phrase qu'il est capable de prononcer. Guillaume Agnelet se retrouve seul face à son père, sa mère et son frère Thomas, qui tous prétendent qu'il ment et ne comprennent pas pourquoi il dit ça aujourd'hui. Je pense qu'il n'a plus supporté ce déni familial, ce mensonge familial entretenu, alors que la vérité
était connu de tous. Il a d'ailleurs dit que la vérité était moins lourde à porter que le mensonge. Il a eu des mots incroyables. Il a, par exemple, dit que tout ce qu'il avait entendu, il aurait préféré ne pas l'entendre. La défense aussi aurait préféré ne pas l'entendre. Elle est sonnée. C'est un moment de solitude intense sur le banc de la défense. Et la situation, évidemment, bouleversée, le procès s'effondre. Je vois dans les yeux des jurés que le verdict est scellé. Et moi, je me dis, est-ce que ce garçon peut inventer de A à Z ce qu'il est en train de nous dire? Ou au contraire, effectivement, dans la famille, il y a un secret de famille. Moi, je vais vous dire, je ne peux pas me résoudre à croire que Maurice Agnolet ait pris dans la main un revolver et tiré de sang-froid une balle dans la tête ou le cœur d'Agnès Leroux. Je le connais à fond, Maurice Agnolet. Ça n'est pas possible. Donc le volte-face de Guillaume, un uppercut pour vous, et Maurice Agnolet, lui, comment réagit-il? Il est extrêmement perturbé, mais à sa manière. Il va se lever, ricaner et dire « mais il est fou, vous voyez bien qu'il est fou ». Il fait mine de prendre cela comme une espèce de comédie supplémentaire et que finalement c'est lui la victime. C'est lui dans toute cette affaire la victime. Il faut un coupable, ça sera lui le bouc émissaire. Il ne peut rien faire contre ce rouleau compresseur qui est celui de son fils qui est venu dire cela à l'audience. Il ne peut rien faire contre le rouleau compresseur de la justice. Donc ma foi, il a cet air moqueur, provocateur et résigné à la fois. C'est tout ça, c'est tout le mélange de Maurice Agnolet. Victime ou non, Maurice Agnolet, qui était arrivé libre, est aussitôt incarcéré. Car la justice craint qu'après les accusations de son fils, le vieil homme ne prenne la fuite ou ne veuille faire pression sur lui. Maurice Agnolet termine donc son procès dans le box entre deux gendarmes. Après 4 semaines de débat, l'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Maurice Agnolet. Juste avant que les jurés ne se retirent, pour la première fois, Agnolet s'adresse à la famille Leroux. En parlant très doucement, il a dit « Je voudrais demander pardon ». Alors bon, je voudrais demander pardon. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit « Tiens, peut-être que là, quand même, il va dire quelque chose ». Donc je voudrais demander pardon à la famille Leroux, je voudrais demander pardon à Madame Renée Leroux, je voudrais demander pardon à Madame Patricia Leroux, qui est la marraine de mon fils, Guillaume. Je voudrais demander pardon à Jean-Charles Leroux, qui était le frère adoré d'Agnès. Bon, alors là, un petit silence, et on dit, bon, quelque chose va arriver. Et il dit, je voudrais leur demander pardon d'avoir mal parlé d'eux. C'est quand même très pervers. Jean-Charles Leroux, si Maurice Agnolet n'a rien avoué, il n'a, pour la première fois, pas répété sa phrase fétiche, à savoir « Je n'ai pas tué Agnès Leroux ». Oui, alors il a préféré à la place nous demander pardon. Alors c'était très curieux, parce que donc au moment, c'est donc l'accusé qui doit dire les derniers mots, avoir la parole en dernier. Et c'est vrai qu'au précédent procès, sa phrase était toujours la même. « Je n'ai pas tué Agnès Leroux ». C'était tout. Et là, il est parti dans un truc, sans doute conseillé par son avocat, où il nous a demandé pardon. Il a commencé à nous demander pardon. Pardon de quoi, alors? Ben voilà, c'est exactement la question qu'on s'est posée. S'il nous demande pardon, c'est qu'il va nous dire de quoi, pourquoi. Et donc, là, tout d'un coup, on s'est dit, c'est pas vrai, il va nous dire la vérité. Et en fait, pas du tout. C'était théâtral, c'était sordide. Et en plus, à la fin, il a oublié de dire qu'il n'avait pas tué Agnès. Après 7h30 de délibéré, Maurice Agnolet est une nouvelle fois condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Agnès Leroux. Mais comme à son habitude, Agnolet ne se laisse pas démonter. Il était assez souriant, hein. Et à Rennes, il nous a fait un petit signe, genre à bientôt, quoi, pour un 4e procès. Je crois que ce qui lui fait très plaisir, c'est qu'il sait où est le corps d'Agnès, que nous savons pertinemment qu'il le sait, et qu'il dira jamais où. Ça lui confère un certain pouvoir, toujours. Oui,
Il pense que ça lui confère un certain pouvoir, mais bon, c'est pas le cas. On a fait notre deuil et puis on a obtenu ce qu'on voulait, à savoir que sa condamnation soit reconnue. Maurice Agnelet n'a toujours pas dit son dernier mot. J'ai rencontré Maurice Agnelet ce matin à la maison d'arrêt. Nous avons fait le point sur la situation. Sa décision est claire et déterminée. Il inscrit aujourd'hui même un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'assises qui a prononcé sa condamnation. L'ancien avocat s'accroche à son innocence et à l'argent d'Agnès. Un énorme pactole bloqué par la justice. Presque 40 ans après, avec les intérêts, les 3 millions de francs placés en Suisse ont fait des petits et sont devenus 3 millions d'euros. Ce qui est absolument incroyable, mais vraiment incroyable, c'est que Maurice Agnelet ne veut pas dire qu'il y renonce. Je pense qu'il sait qu'il ne peut pas prétendre avoir cet argent qu'il a détourné, mais il ne veut même pas dire qu'il y renonce. Donc il a été condamné pour l'avoir détourné, condamné pour l'avoir détourné, condamné pour avoir tué Agnès Leroux. Il avait dit au procès de Nice qu'il s'engageait à ne plus le revendiquer. Ça avait été noté par le greffier sur le plumitif de l'audience. Il n'a pas été capable de redire ça à Aix-en-Provence. C'était vraiment quelque chose... C'était trop pour lui. Trop pour lui. Et même au 3e procès... Ah non, trop fort pour lui, il ne peut pas le dire. Depuis, l'extraordinaire histoire d'Agnès Leroux a fait l'objet d'un film au cinéma. André Téchinet s'est emparé du sujet et a coécrit le scénario avec un homme qui connaît bien l'affaire, Jean-Charles Leroux. Jean-Charles Leroux, pourquoi avoir coécrit ce film? Bon, d'abord, moi je suis scénariste depuis une vingtaine d'années, donc c'est un peu mon métier. Je n'avais pas très envie que quelqu'un d'autre s'en empare. Et ça, c'était vraiment une raison importante parce que je savais qu'il y avait un certain nombre de projets qui traînaient sur cette histoire. Et à partir du moment où elle est publique et très médiatique, n'importe qui pouvait s'en emparer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où André Téchinet s'est intéressé à ce sujet, je trouvais que c'était l'occasion de faire un film digne, intelligent, subtil. Et à ce moment-là, voilà, j'ai donné mon accord. Mais si je ne le donnais pas, j'avais vraiment peur que quelqu'un le fasse à ma place sans nous demander l'autorisation. Si le film a une fin, l'affaire Agnès Leroux suscite elle encore bien des fantasmes et des interrogations. C'est peut-être pas fini, sait-on jamais. Peut-être un jour on découvrira le cadavre d'Agnès Leroux ou une trace de sa voiture disparue. Mais plus le temps passe et plus l'espoir s'amenuise. Les recherches ordonnées suite aux révélations de Guillaume Agnelet à Monte Cassino, en Italie, sont aujourd'hui terminées. C'est vrai qu'on ne sait pas où est le corps. Mais pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'elle est morte. Et je pense que c'est bien Agnelet qui l'a tuée. Je pense qu'un pervers ne peut pas avouer qu'il est autre chose que ce qu'il est. Agnelet a toujours souhaité tromper son monde. Vous me prenez pour un notable innocent, eh bien en réalité je suis un criminel, mais je ne vous permettrai jamais de l'établir. Il restera sur cette ligne jusqu'à son dernier souffle. Avec lui, vous savez, tout est toujours possible. Est-ce qu'il va livrer ses secrets? J'en sais rien. Mais Maurice Agnelet est toujours là où on ne l'attend pas. Donc c'est un personnage totalement imprévisible. Maintenant, évidemment, s'il a des secrets, on se dit pourquoi il les livrerait maintenant alors qu'il ne les a pas livrés jusqu'à maintenant. C'est très difficile, on ne peut faire aucune prédiction en ce qui le concerne. Que sera l'avenir? Je n'en sais rien au jour où nous parlons. Ce que je sais, c'est que Maurice Agnelet a été condamné sur la base d'hypothèses, de soupçons. Mais nous n'avons toujours aucune preuve des circonstances de la mort, bien probable hélas, d'Agnès Leroux. Et si demain, des restes sont retrouvés, que l'ADN parle, peut-être aurons-nous la preuve de l'innocence, mais scientifiquement démontrée, de Maurice Agnelet. Jean-Charles Leroux, et s'il y avait un 4e procès? Eh bien, il se ferait sans nous.
sans moi, et je pense que mes sœurs n'iraient pas non plus. C'est un problème entre Agnolet et la justice, mais ça va. Donc non, pour nous, l'affaire est terminée, et puis je le crois en plus, que l'affaire est terminée. C'est-à-dire que son pourvoi va être rejeté, voilà, il va rester en prison quelque temps, il va demander à sortir en raison de son grand âge, on va l'autoriser à sortir, et puis c'est tout. Et s'il sortait Eh bien, s'il sort, il sort. Vous savez, moi, quand je me lève le matin, qu'il soit en prison ou dehors, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est que sa condamnation était reconnue. Après, la prison, bon, de toute façon, la prison, c'est un problème entre lui et la justice française. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Et moi, mais même si on me demande mon avis sur le fait qu'il puisse sortir ou pas, je ne me prononcerai pas. Je l'ai dit et je le confirme, je ne me prononcerai pas. C'est, voilà, à la justice de faire ce qu'elle doit faire. Agnès Leroux aurait aujourd'hui 66 ans. Son fantôme a plané plus de 37 ans sur la baie de Nice et y planera aussi longtemps que Maurice Agnolet gardera son secret.